remercie infiniment de votre invitation et je pense que tous vous êtes venus pour créer des ponts. Et moi, je vais essayer d'être un pont entre vous et un travail de milliers de chercheurs dans le monde entier pour vous fournir aujourd'hui le meilleur état des connaissances par rapport à notre climat, le climat planétaire, à l'échelle globale, à l'échelle régionale. Grâce aux connaissances issues des climats passés, aux observations actuelles, y compris depuis l'espace, ça m'y a fait beaucoup penser, en fait, cette vue de la Terre depuis l'espace, à des travaux de modélisation, on a maintenant l'image la plus complète, à ce jour, du fonctionnement de la machine climatique, de son évolution passée, actuelle, et des futurs possibles en fonction des choix que nous allons faire et de la manière dont le climat va y réagir. Donc cette présentation, elle s'inscrit sur le travail de 234 scientifiques de 65 pays différents qui ont passé en revue depuis 3 ans l'état des connaissances à partir de l'examen critique de 14 000 publications scientifiques. Et puis ça a été relu, et cette relecture par des milliers de scientifiques, d'experts nommés par les gouvernements, ça permet d'avoir une évaluation qui soit la plus rigoureuse, la plus complète et la plus exhaustive possible. Et je précise que nous avons finalisé ce travail à distance, et que pour la première fois, l'ensemble des pays a approuvé cet état des connaissances également à distance. Alors pour ceux qui apprécient, c'est 186 heures de réunion Zoom sur 2 semaines, avec les centaines de délégués des différents pays et les dizaines d'auteurs impliqués dans le résumé, en fait, sur 2 semaines au milieu de l'été. Alors on sait depuis longtemps que le climat change, depuis plusieurs décennies, mais nous vivons maintenant avec des changements climatiques qui sont généralisés, c'est-à-dire qui affectent toutes les régions, depuis le haut des montagnes jusqu'au fond de l'océan, des régions tropicales aux régions polaires, qui sont rapides et qui s'intensifient, en particulier sur les événements extrêmes. Les changements avec lesquels nous vivons sont sans précédent sur des échelles de temps très longues, des milliers d'années. Alors, ces changements, on les observe partout. On les observe dans l'atmosphère, plus d'humidité, une température qui augmente près de la surface. On les observe dans l'océan, des océans plus chauds qui s'acidifient. On les observe par un dégel visible des zones enneigées et englacées, et on les observe aussi au-dessus des continents, et cela affecte et met en mouvement les êtres vivants au-dessus des continents et également dans l'océan, et cela nous affecte directement et indirectement. Alors si on prend un indicateur clé de l'état du climat, ce n'est pas le seul, mais il est simple, c'est le niveau de température à la surface de la Terre, au-dessus de l'océan, au-dessus des continents en moyenne. On peut l'estimer depuis les années 1850 et le reconstituer pour des périodes plus anciennes. Et beaucoup des caractéristiques d'un climat qui change dépendent en fait de ce niveau de réchauffement planétaire. Notre période de référence, c'est 1850-1900. Chacune des dernières décennies a été successivement la plus chaude depuis le début de ces mesures, et on en est sur la dernière décennie à 1,1 degré de plus que le climat pré-industriel. Et puis, si on prend en compte les facteurs naturels, l'activité du soleil, l'activité des volcans, vous voyez que si on n'avait que ça, on aurait eu une évolution assez plate. Ça n'explique en rien le réchauffement observé. Mais si par contre on prend l'ensemble de l'activité humaine, les rejets de gaz à effet de serre qui piègent de la chaleur, l'effet parasol des particules de pollution, la manière dont on a changé la surface des continents, quand on le prend en compte, on simule un réchauffement qui est comparable à celui qui est observé. C'est l'un des éléments qui nous permet de conclure que l'influence humaine est le facteur déterminant du réchauffement climatique. Et puis on peut prendre du recul, par exemple sur 2000 ans, et vous voyez que les dernières décennies sortent complètement en vitesse, en amplitude, des variations naturelles du climat sur plus de 2000 ans. L'ampleur des changements qu'on observe sont de fait sans précédent sur des échelles de temps de siècles à milliers d'années. Nous brûlons des énergies fossiles, charbon, pétrole et gaz. Le niveau de CO2 dans l'atmosphère monte vite. Il atteint un niveau plus élevé depuis plus de 2 millions d'années. Le niveau des mers monte, et il monte à un rythme de plus en plus rapide. L'océan gonfle, les glaciers fondent, et depuis 30 ans, le Groenland et l'Antarctique perdent de plus en plus de masse. Le rythme du niveau des mers avec lequel on vit aujourd'hui est le plus rapide depuis plus de 3000 ans. Et puis c'est aussi le cas pour le recul de la banquise près du pôle Nord, ou le recul généralisé des glaciers que peut-être vous avez vu directement à l'échelle de votre vie, dans les Alpes ou dans les Pyrénées. Si on prend le réchauffement qui est observé, c'est la barre grise, environ 1,1 degré depuis la période pré-industrielle.
Si on prend l'effet net de l'influence humaine et notre meilleure estimation, vous voyez que l'ensemble du réchauffement observé est une conséquence de l'influence humaine sur le climat. Ce n'est pas 20%, ce n'est pas 50%, c'est le facteur déterminant. Avec l'effet réchauffant des gaz à effet de serre, en partie masqué par l'effet refroidissant des particules de pollution qui sont émises également quand on brûle des gaz à effet de serre et qui sont néfastes pour notre santé. Bien sûr, on prend en compte l'activité du soleil, l'activité des volcans, et puis la variabilité spontanée du climat. Ça joue d'une année à l'autre, ça joue à l'échelle régionale, ça joue à l'échelle d'une dizaine d'années souvent, à l'échelle régionale, mais ça n'explique en rien une tendance observée à l'échelle du siècle. Nous avons une compréhension de plus en plus fine du poids de chaque facteur dû aux activités humaines, et même du poids de chaque secteur d'activité, par des composés qui ont une durée de vie courte dans l'atmosphère et d'autres qui ont une durée de vie plus longue. Les deux facteurs qui pèsent le plus, c'est le rejet de dioxyde de carbone. 80-90% de ça, c'est parce qu'on brûle du charbon, du pétrole, du gaz. Le reste, c'est parce qu'on détruit des forêts, des zones humides. Le deuxième facteur le plus important, ce sont les rejets de méthane. Ça a augmenté fortement ces dernières années et s'est tiré à la hausse par les fuites du secteur des énergies fossiles et également certaines activités agricoles, en particulier à l'échelle planétaire, l'augmentation des cheptels de ruminants. Et puis quand on fait un diagnostic aspect par aspect, on voit que l'influence humaine sur le climat, c'est le facteur principal de beaucoup de caractéristiques, du réchauffement, de l'acidification de l'océan, de l'augmentation du niveau des mers, de l'allongement de la saison de croissance des plantes, quand le climat est plus chaud, du dégel des sols gelés, du recul de la banquise arctique ou de la fonte des glaciers. Et puis ça contribue à renforcer la quantité de vapeur d'eau dans l'atmosphère, changer la circulation de grande échelle de l'air, diminuer l'enneigement au printemps à nos latitudes, ou bien ça modifie également la répartition des précipitations. Donc il est incontestable que les activités humaines sont à l'origine du changement climatique avec lequel nous vivons. Et on a également une vision plus claire de son rôle, pas uniquement sur des tendances graduelles, mais aussi sur l'augmentation de l'intensité et de la fréquence d'un ensemble d'événements extrêmes qui, lorsqu'ils dépassent des seuils de tolérance, pour la nature, pour nos sociétés, nos infrastructures, sont à l'origine d'impacts. On a, du fait de l'influence humaine sur le changement climatique, à l'échelle globale comme en Europe, une intensification d'extrêmes chauds plus fréquents, plus intenses. Une intensification dans la plupart des régions continentales des événements de fortes précipitations. Par degré de réchauffement, l'atmosphère peut contenir 7% de vapeur d'eau en plus. Sur les records de précipitations au niveau mondial, c'est 7% de plus par degré de réchauffement. On a une augmentation également des sécheresses dans certaines régions, parfois parce qu'il y a moins de précipitations, c'est le cas autour de la Méditerranée, parfois parce que quand l'atmosphère est plus chaude, eh bien en fait elle augmente l'évaporation, elle vide plus vite les sols de leur humidité, c'est le cas à nos latitudes. Des conditions plus chaudes, plus sèches, eh bien ce sont des conditions propices aux incendies, plus fréquentes, sur des saisons plus longues et sur des régions qui étaient précédemment pas affectées. Et puis l'océan, c'est des changements composites. Plus chaud, plus de vagues de chaleur en mer, qui sont néfastes pour les récifs de coraux et d'autres écosystèmes. Un océan qui s'acidifie en stockant un quart de nos rejets de gaz à effet de serre. Un océan qui se mélange moins bien, qui perd de l'oxygène. Et bien sûr, ça affecte aussi la vie marine, dont certains dépendent directement et d'autres indirectement. Notre constat, il est qu'à moins d'une réduction immédiate, rapide et à grande échelle de rejets de gaz à effet de serre dans le monde, on n'arrivera pas à tenir l'un des objectifs de l'accord de Paris sur le climat, qui est de limiter le réchauffement à un niveau très proche de 1,5 degré. À l'avenir, au cours des prochaines décennies, qu'est-ce qui va se passer ? Si demain on mettait à zéro les émissions mondiales de CO2, il n'y aurait quasiment pas de réchauffement supplémentaire. L'inertie, elle n'est pas dans le fonctionnement du climat pour la température de surface. Elle est là pour d'autres aspects, je vais en parler. Mais la température de surface, son évolution à venir, ça va dépendre de nos émissions de gaz à effet de serre à venir. D'où vient l'inertie ? Des infrastructures qui existent, des projets d'investissement, et de la capacité qu'on aura ou pas à infléchir cela rapidement. À quoi ça ressemble ?
Alors nous, on explore une large palette de scénarios. Des scénarios d'émissions de gaz à effet de serre qui stagnent au niveau actuel pendant quelques décennies, c'est en jaune le scénario intermédiaire. Des scénarios qui sont graduellement moins plausibles, de forte augmentation des rejets mondiaux de gaz à effet de serre, avec des émissions élevées ou très élevées. Et puis des scénarios où vraiment on agit de manière beaucoup plus efficace, de baisse ou de forte baisse d'émissions de gaz à effet de serre. Et qu'est-ce que ça donne pour le climat? Dans tous les cas, à horizon des prochains 20 ans, on s'attend à ce qu'en moyenne sur 20 ans, l'échelle du climat, on atteigne un réchauffement de l'ordre de 1,5 degré. Ça veut dire, par exemple, en 2030, une année sur deux plus chaude à l'échelle d'une année que ce niveau de 1,5 degré. C'est comme ça qu'on le verra, en fait. Ça veut dire aussi que les seuls scénarios qui permettent de limiter le réchauffement le plus proche possible de ce niveau, ou bien en dessous de 2 degrés, c'est des scénarios de forte ou très forte baisse d'émissions de gaz à effet de serre. Si les émissions stagnent au niveau actuel, dans un scénario intermédiaire, on dépassera 2 degrés de réchauffement en 2050, quand ma plus jeune fille aura mon âge, et on atteindra 3 degrés au début du siècle prochain, parce que ça ne s'arrête pas en fait au bout d'un siècle dans ce cas. Qu'est-ce que ça implique ? Un réchauffement de 1,5 degré ou 2 degrés donc, sera dépassé si on n'a pas des réductions importantes de toutes les émissions de gaz à effet de serre et en particulier du CO2. Voilà à quoi ressemble. Un scénario intermédiaire, c'est ce vers quoi nous mettent les promesses des pays faites en 2015 s'il n'y a pas plus d'implémentation et d'action. Les scénarios de baisse ou très forte baisse, c'est quelques pourcents de baisse par an, chaque année, des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Et tant qu'on n'aura pas atteint net zéro, en 2050 pour les scénarios qui restent près de 1,5 degré, en 2070 pour les scénarios qui restent largement en dessous de 2 degrés, le climat continue à dériver. Et si le climat dérive, si on veut revenir en arrière, il faut qu'on enlève des quantités colossales de CO2 de l'atmosphère et qu'on le stocke de manière durable, des émissions nettes négatives. Vous parliez de se projeter dans l'avenir. C'est quoi ce qu'on va laisser ? Est-ce qu'on va laisser aux plus jeunes générations d'aujourd'hui le fait de déployer des options dont on ne connaît pas très bien le potentiel, le coût et les limites ? Est-ce qu'on va leur laisser la contrainte de s'adapter tout le temps à un climat qui change toujours plus ? Ou est-ce que nous, on prend les décisions importantes, structurelles, qui vont aussi avoir d'autres bénéfices pour la soutenabilité, pour l'emploi, maintenant ? Alors pour chaque fraction de réchauffement supplémentaire, le curseur monte dans chaque région. Vous avez la structure des changements de température pour un monde 1,5 degré, 2 degrés, 4 degrés plus chaud. C'est toujours plus en Europe, comme sur tous les continents. C'est très fort autour de l'Arctique. Je vous disais, en fait, bien sûr, quand le climat change, ça affecte le cycle de l'eau. En fait, ça l'intensifie. Pas uniquement l'ensemble moyenne des précipitations sur les continents, mais aussi la variabilité d'une année à l'autre, à l'intérieur d'une saison, en renforçant la sévérité des saisons et des événements qui sont à la fois très humides et très secs. C'est un défi majeur. Vous parliez de former les jeunes générations d'aujourd'hui. Aujourd'hui, dans les plans de prévention des risques, on regarde dans le rétroviseur. On regarde les records de précipitations des derniers 30 ans, parfois même en imaginant que c'est stable. Ça ne marche plus. Donc, le travail de ma communauté scientifique, c'est d'avoir l'image la plus claire possible de ce qu'on peut projeter et de nos incertitudes sur ces évolutions pour en tenir compte, pour pouvoir faire des stress tests climat, pour se préparer et pour limiter la vulnérabilité, l'exposition que l'on va avoir à un climat qui va continuer à changer ces prochaines décennies. Du côté des moussons, ça s'assèche quand il y a plus de particules de pollution, ça s'intensifie quand il y a plus de gaz à effet de serre, avec des effets régionaux très contrastés, des impacts sur le début, la fin de mousson, extrêmement importants qui concernent plus de la moitié de la population mondiale. Alors à quoi ça ressemble ? Les précipitations en moyenne annuelle, dans un monde 1,5 degré, 2 ou 4 degrés plus chaud, c'est une augmentation, en particulier en hiver, par exemple dans le nord de l'Europe, dans les régions froides, et dans les régions de climat méditerranéen, c'est une diminution qu'on observe déjà et qui s'intensifie de la quantité de précipitations en moyenne annuelle. Et bien sûr, cela affecte par exemple l'humidité des sols, qui est importante pour les activités agricoles, pour les forêts, pour les écosystèmes. Plus le curseur de réchauffement est important, plus on aura une baisse importante de l'humidité des sols, et en particulier pendant les saisons sèches, dans toutes les régions de climat méditerranéen, dans certaines régions subtropicales, et également du côté de l'Amazonie. Donc de nombreux changements s'amplifient en relation directe
avec le niveau de réchauffement planétaire. C'est aussi le cas de la fréquence et de l'intensité des extrêmes chauds qui augmentent plus vite. C'est amplifié par l'urbanisation, avec les effets d'îlots de chaleur urbains. Il y a des enjeux en fait à intégrer cela dans la fabrique des villes en fait, de sorte à, au contraire, amortir cet effet-là. C'est le cas aussi pour les fortes précipitations, comme je l'ai dit, qui augmentent. Ça veut dire, elles peuvent être aussi amplifiées par le ruissellement dans les villes. Il y a des options d'action pour renforcer les effets éponges et pour, au contraire, amortir ce phénomène, par exemple, dans les villes. Les événements qui se produisaient très chauds une seule fois par 50 ans, en climat pré-industriel, ils se produisent maintenant tous les 10 ans. Pour un monde 2 degrés plus chaud, c'est tous les 3 ans. En Europe, pour un monde 2 degrés plus chaud, ça veut dire que souvent, on atteint des limites de chaleur humide qui sont néfastes pour la santé humaine, le travail en extérieur, et des niveaux de température qui sont néfastes pour les rendements agricoles, avec une marge d'adaptation qui est limitée, en fait, pour cela. Et puis, la réduction de la banquise, du couvert neigeux, du dégel des sols gelés, ça répond direct au niveau de réchauffement planétaire. Et ça, c'est une bonne nouvelle, parce que tous ces phénomènes-là, on peut limiter leur évolution en limitant le niveau de réchauffement planétaire. Mais c'est le cas, c'est pas les caractéristiques seront différentes dans toutes les régions. Et dans notre rapport, on met l'accent sur l'information climatique là où on vit, en fait, à l'échelle régionale. C'est 1/3 de notre évaluation des connaissances. Et on regarde les caractéristiques physiques du climat, dont on sait déjà aujourd'hui qu'elles peuvent provoquer des impacts, des pertes ou des dommages, des moyennes, des tendances, des extrêmes, des valeurs au-dessus de seuils de tolérance avec des indices qui sont pertinents pour certains secteurs d'activité, qui sont le fruit du travail des scientifiques avec les acteurs de nombreux secteurs d'activité. Alors il y a tout un ensemble de ces facteurs climatiques générateurs d'impact, et dans chaque région, le message important, c'est que chaque région vivra de plus en plus avec des changements simultanés et multiples de ces multiples caractéristiques. Donc s'adapter à un climat qui change, c'est s'adapter à un ensemble de paramètres qui changent en même temps. Et bien sûr, plus le niveau de réchauffement est élevé, plus il y a des facteurs multiples et en même temps. Donc on a mis à votre disposition un atlas interactif, et à l'échelle de ces grandes régions, vous pouvez manipuler les jeux de données qu'on a évalués, vous pouvez regarder ce que ça donne pour différentes variables, différents indices, pour différentes saisons, à court, moyen, long terme, pour différents scénarios ou pour différents niveaux de réchauffement, de sorte à ce que vous puissiez utiliser cette information dans tous les secteurs d'activité pour éclairer vos prises de décision. Alors souvent, ce n'est pas suffisant, il y a besoin de davantage à l'échelle de chaque métier, mais ça donne une image d'ensemble qui est pertinente. Et enfin, on a mis en mouvement les composantes lentes du climat. L'océan, aujourd'hui, il capte 90% de la chaleur qui ne part plus vers l'espace. Il met des siècles à se mélanger. Les glaciers y mettent des décennies à s'ajuster, mais le Groenland qui fond davantage, l'Antarctique qui s'écoule plus vite, leur mise en mouvement, elle s'auto-entretient sur des échelles de temps de siècles à millénaires. Donc, on estime que la température moyenne de l'océan va augmenter d'un facteur 2 à 8 ce siècle. On sait qu'il y aura une augmentation de la fonte du Groenland. On a une incertitude majeure sur l'écoulement plus rapide de l'Antarctique. C'est un point d'interrogation. On ne sait pas les seuils de déclenchement. On ne sait pas le calendrier de déclenchement possible. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est si ça démarre, compte tenu de notre capacité à comprendre l'écoulement de la glace, donner un ordre de grandeur de ce que ça peut ajouter en plus, comme une éventualité peu probable, mais potentiellement très importante. Et ça, c'est une demande qu'on nous a faite de gestionnaires de risque, d'actuaires, pour intégrer l'ensemble du spectre du risque. Pas seulement ce qui est le plus plausible, mais les queues de distribution, parce que si on n'anticipe pas sur des infrastructures critiques, c'est ce qui est le plus dommageable. Donc, sur la montée du niveau des mers, ça va monter dans tous les cas. Autour de 50 cm en cas de forte action sur le climat, de l'ordre d'1 mètre dans le scénario de très fortes émissions de gaz à effet de serre. Et si on a une instabilité de plusieurs secteurs de l'Antarctique, en gros, ça peut doubler ce siècle. Mais sur les siècles suivants, dans tous les cas, ça continue. C'est plusieurs mètres dans un scénario d'émissions basses. Ça peut aller de l'ordre de 2 à 7 mètres, et même plus, dans un scénario de très fort réchauffement. Donc le message important, c'est que le rythme de la montée du niveau des mers, on peut le limiter.
donner plus de temps pour l'adaptation sur le littoral partout, en réduisant massivement les rejets de gaz à effet de serre. Si on fait ça, on peut limiter le niveau de réchauffement et toutes les conséquences sur tous les continents. Mais qu'est-ce que ça prend? Et notre évaluation, elle confirme un résultat de multiples facteurs de boucles de rétroaction qui résultent dans une relation étroite entre la somme de nos émissions de gaz à effet de serre de dioxyde de carbone passées, présentes et futures, donc le poids de chaque génération s'ajoute l'un après l'autre, et la hausse de la température. C'est le facteur principal qui va déterminer le niveau de réchauffement à venir. Et ça veut dire que pour limiter le réchauffement à tel ou tel niveau, prenant en compte les autres facteurs que le CO2, on peut évaluer la marge de manœuvre qui nous reste, un budget carbone résiduel. Et bien sûr, il se rétrécit, année après année, puisqu'on en émet davantage. C'est aussi une des sources des comptabilités carbone qui sont mises en place de plus en plus pour maîtriser la somme des émissions mondiales ou d'un organisme, d'une institution, d'une collectivité d'émissions de CO2. Donc je termine en fait avec le point de vue vraiment de la physique du climat. Pour limiter le réchauffement, il faut limiter le cumul des émissions de CO2 et atteindre au moins net zéro CO2 au niveau planétaire. Ça veut dire les activités humaines ne mettent pas plus dans l'atmosphère d'émissions résiduelles que ce que les activités humaines sont capables d'enlever et de stocker de manière durable. Donc ça demande en fait une réflexion d'ensemble, et c'est pas simplement réduire les émissions le défi, c'est le plus vite possible, dans chaque aspect d'activité, aller vers le net zéro, court-circuiter les étapes de petites évolutions et chercher des ruptures. Et puis le deuxième facteur, c'est si on arrête de brûler des énergies fossiles, on arrête d'émettre les particules qui refroidissent. Ça améliore la qualité de l'air, mais on perd leur effet de masque. Comment faire pour limiter les conséquences pour le réchauffement? Agir sur le deuxième facteur de réchauffement, le méthane, qui vit pas très longtemps dans l'atmosphère, une dizaine d'années, et qui contribue aussi à dégrader la qualité de l'air, parce que plus on met de méthane, plus on favorise la formation d'ozone, les pics d'ozone, qui sont néfastes près des grandes villes. Donc ce rapport, il souligne l'importance d'agir sur le CO2 spécifiquement, et également sur le méthane, avec des bénéfices en matière à la fois de climat et en matière de qualité de l'air. Si on agit fortement, pas comme une pandémie où on arrête tout puis on reprend, comme avant, avec les mêmes infrastructures, mais si on agit de manière structurelle sur les infrastructures, si on les modifie, en quelques années, si on a des émissions à la baisse, on aura au niveau mondial des effets perceptibles sur la concentration de gaz à effet de serre dans l'atmosphère et sur la qualité de l'air par rapport à des scénarios de hausse de ces émissions. Mais pour l'évolution de la température à l'échelle planétaire, ça ne se verra pas en quelques années. On le discernera par rapport à la variabilité naturelle du climat au bout d'une vingtaine d'années. Donc si on agit maintenant, on peut voir de notre vivant les bénéfices. Si on agit maintenant, un enfant qui naît aujourd'hui, quand il sera adulte, il vivra dans un climat stable. Voilà, ce sont quelques-uns des ordres de grandeur que je voulais partager et mettre l'accent sur le fait que le climat que nous connaîtrons à l'avenir, eh bien, il dépend des décisions que nous prenons maintenant. Des décisions qui portent sur les émissions de gaz à effet de serre, des décisions qui portent sur la protection des puits de carbone naturels, qui stockent plus de la moitié de nos émissions aujourd'hui, donc qui nous aident, des décisions sur réduire les expositions, les vulnérabilités, renforcer aussi notre résilience. Donc pour en savoir plus, il y a une masse d'informations dans notre rapport, un résumé pour décideurs qui fait actuellement une quarantaine de pages, 10 figures, un résumé technique qui est pensé pour des ingénieurs en particulier dans le secteur privé, des fiches région par région, l'Europe, l'Afrique, etc., l'océan, la possibilité par l'Atlas interactif d'accéder directement, en toute transparence, aux données de ce rapport. J'espère que vous vous appuierez dessus et je vous souhaite une bonne réussite et beaucoup d'ambition.